106.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Nouvelle édition d'information sur Top Congo FM. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Top Congo FM. Réforme électorale, la CENI propose la suppression de la présentation des candidatures à plus d'un scrutin dans un même cycle électoral. Corneille Nangaa, son président, l'a déclaré ce vendredi devant les élus nationaux. C'était lors de la présentation du rapport général du processus électoral de 2012 à 2019 à la Chambre basse du Parlement. Top Congo FM. Les députés PPRD ayant rejoint l'Union sacrée rentrent au bercail. L'annonce a été faite par le secrétaire permanent du parti de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Chadari. Information confirmée par Ferdinand Kambere. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD précise que certains l'ont annoncé de manière officielle, d'autres de manière officieuse. Il souligne que pour le FCC, le président de la cellule de crise fera une annonce officielle. Top Congo FM. Des manifestations pour exiger le départ de la MONUSCO et autres ONG accréditées en RDC se sont poursuivies ce vendredi à Goma, au Nord Kivu. Certaines écoles ont renvoyé les enfants à la maison, alors que plusieurs autres activités socio-économiques ont été paralysées. Dans l'avant-midi, la police a usé des gaz lacrymogènes et des tirs de sommation pour disperser les manifestants qui ont tenté d'ériger des barricades sur plusieurs axes au Nord Kivu. Top Congo FM. Plantation du cannabis au parc agroalimentaire de Bukanga-Lonzo. La dynamique de 5 députés nationaux qui étaient en mission parlementaire dans le site disent non à cette option. Selon les députés nationaux, Ogi Kalonji, Bukanga-Lonzo serait même vendu à une firme canadienne pour la production du cannabis. Pour lui, cette situation est inacceptable. Top Congo FM. Existe-t-il une sous-division fictive dans la province de la Lomami? Le contrôle des écoles qui fonctionnent dans cette province a débuté jeudi et la sous-division Lulu 4 est introuvable sur le terrain. Cependant, elle est reprise sur la liste de l'antenne Sécopé de la province de Lomami. Sachez que ce contrôle est mené par une délégation venue du ministère national de l'EPST. Voilà tout pour les titres. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Peggy Wabeno. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Réforme électorale, la CENI propose la suppression de la présentation des candidatures à plus d'un scrutin dans un même cycle électoral. Corneille Nangaa, son président, l'a déclaré ce vendredi devant les élus nationaux. C'était lors de la présentation du rapport général du processus électoral de 2012 à 2019 à la Chambre basse du Parlement. Cependant, dans son rapport annuel allant de 2019 à 2020, la CENI plaide d'être dotée d'un bâtiment administratif qui constituera son siège. Elle a aussi recommandé l'élargissement de l'électorat pour les élections des sénateurs et des gouverneurs des provinces. Détail avec Gino Rema. Ce rapport concerne la période allant de juin 2019 à mai 2020. La CENI précise que sur le 11 scrutins prévus dans le cycle électoral, elle n'en a organisé que 5. Les élections urbaines, municipales et locales n'ont pas été tenues lors des cycles électoraux 2006 et 2011 en raison de nombreux obstacles liés aux entités de base non stabilisées, à l'inadéquation entre le fichier électoral et les entités administratives de base et à l'absence de la loi portant répartition des sièges et les moyens financiers. Quant aux réformes électorales à projeter, la CENI pense qu'il faudrait rationaliser le coût des élections qui demeure prohibitif en raison du nombre de scrutins à organiser, des partis politiques, des regroupements politiques et du nombre des organes délibérants à installer et du personnel politique qui en découlerait au niveau local. Au-delà de ça, elle formule une série de recommandations sur la réforme électorale. Ces recommandations sont relatives au vote de Congolais résidant à l'étranger, à la suppression de présentation des candidatures à plus d'un scrutin au cours du même cycle électoral et à l'interdiction formelle de la postulation de suppléants membres de la famille biologique des candidats à élire, à l'interdiction des dédoublements de partis politiques, à l'élargissement de l'électorat pour les élections des sénateurs et celles des gouverneurs et vice-gouverneurs de province et à la non-politisation de la CENI, pour ne citer que ces quelques recommandations. La CENI sollicite du gouvernement la mise à sa disposition d'un bâtiment administratif pour son siège et en prévision des échéances électorales de 2023, la CENI pense être obligée de recourir à la mise à jour du fichier électoral faute du non-recensement de la population. Gino Rema sur Top Congo FM. Amélioration du processus électoral en RDC. Le présidium de la MOUCA a présenté ce vendredi à Kinshasa sa proposition de réforme de la loi électorale. Parmi les innovations apportées par le coordonnateur de cette plateforme, il y a notamment la suppression du seuil d'éligibilité à l'attribution des sièges pour les partis et regroupements politiques au profit de l'instauration du seuil de recevabilité des candidatures, l'interdiction de se porter candidat à plus d'une élection. D'après Martin Fayoulou, le suppléant ne devrait plus être un membre de famille du candidat. Et concernant le vote, il n'exclut pas la machine à voter, mais précise que celle-ci devrait être utilisée uniquement comme imprimante et dépouillée de toute autre fonction. Martin Fayoulou est au micro de Dominique Dinanga. Vous ne pouvez pas être candidat président de la République et candidat député national ou député provincial. Vous ne pouvez pas être candidat à plus d'une élection.
Les suppléants ne peuvent pas avoir un lien d'alliance ou de parenté en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante jusqu'au 2e degré. Les votes par bulletin papier et puis par la machine à voter. La machine à voter ne peut servir que d'imprimante et doit être dépouillée de toute autre fonction telle que la transmission des données. Pour qu'il y ait cette vérité des gens, il faut la numérisation obligatoire des procès-verbaux et des fiches de résultats avant leur transmission. Obligation de procéder à l'authentification de la carte d'électeur à l'aide d'un dispositif spécifique. Révision à la hausse de la caution électorale pour le sénatorial. Révision à la baisse de la caution électorale pour les élections du président de la République, les députés nationaux et provinciaux. $100 000 pour le président de la République. Ça peut être à $50 000 pour les députés nationaux, $1 000 pour la liste, ainsi de suite. Révision à la hausse du délai de saisine de la Cour constitutionnelle, tant pour les réclamations et contestations relatives à la validité d'une candidature à l'élection présidentielle que pour celles relatives aux résultats de la dite élection. Des propos recueillis par Dominique Dinanga. Et puis des députés PPRD ont rejoint l'Union sacrée rentrent au Bercail. L'annonce a été faite par le secrétaire permanent du parti de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Chadari. Information confirmée par Ferdinand Kambéré. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD précise que certains l'ont annoncé de manière officielle, d'autres de manière officieuse. Il souligne que pour le FCC, le président de la cellule de crise fera une annonce officielle, mais prévient-il déjà, tous beaucoup n'attendent que la sortie du gouvernement pour se prononcer officiellement. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambéré, est au téléphone de Barik Bouema. Il y en a qui l'annoncent officiellement, il y en a qui font des annonces officieuses. Et de ceux qui étaient partis, nombreux sont ceux qui vraiment veulent revenir au Bercail. Et je crois que c'est le moment de saluer leur courage. L'union sacrée qu'ils ont embrassée, c'était un vent et que ça pouvait passer et que ceux qui seront avisés pourront revenir sans raison. Combien de députés du PPRD ayant rejoint l'union sacrée sont rentrés? Bon, je ne sais pas vous annoncer les chiffres. Attendons les processus. Pour ce qui concerne les FCC, bien évidemment, il y a un président de cellule de crise qui pourra le faire officiellement. Mais hier, Jean-Marc Kabunda réunit plus de 300 députés de l'Union sacrée. Apparemment, la majorité réqualifiée reste intacte, contrairement à ce que vous affirmez. Si c'est ça, c'est comme ça qu'il faut réqualifier la majorité, alors ça serait très facile à tout le monde, même au cours d'une fête de mariage, de dire j'ai la majorité. Ils étaient là depuis longtemps, mais aujourd'hui, ils ne savent même pas former. C'était facile pour eux de déstabiliser les institutions, mais pour former les leurs et que nous sentions que cette majorité, elle est cohérente, elle est compacte, on ne sait pas les voir. Donc, ça ne nous fait ni chaud ni froid lorsqu'on les voit réunis, 300 ou ceci, simplement pour débiter les mêmes promesses. Tous, ils attendent la formation du gouvernement et après le gouvernement, là, nous verrons qui est qui. Encore une fois. Voilà, c'était là le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambéré, interrogé par Barik Bouema. Et en réaction, le coordonnateur de la cellule de communication de Jean-Marc Kabunda Kabound, coordonnateur de la task force de l'Union sacrée parlementaire, estime que Ferdinand Kambéré a menti. La preuve est que selon Serge Kayembe, plus de 300 députés de l'Union sacrée étaient en réunion jeudi dernier. Il rappelle que le PPRD n'est plus maître du jeu politique en RDC. Pour lui, aujourd'hui, le président de la République dispose désormais de sa propre majorité parlementaire. Serge Kayembe au téléphone de Barik Bouema. Je ne voudrais pas entrer dans cette polémique parce que hier, lors de la grande réunion de la plénière de tous les élus de l'Union sacrée qui a eu lieu au chapiteau de GB, quasiment presque tous étaient là, tous les grands et tous ceux qu'on connaît en tant que députés du PPRD, élus sur la liste PPRD, étaient là. Monsieur Kambéré est totalement en perdition. Le PPRD n'est plus maître de la politique du Congo et il doit l'accepter car c'est ça la loi de la démocratie. Malheureusement pour lui, la majorité se trouve aujourd'hui du côté du président de la République, Félix Tshisekedi. Est-ce que les seuls faits de réunir plus de 300 députés autour de Jean-Marc Kabound vous donnent des assurances que la majorité réqualifiée est encore intacte? Nous avons nos listes tous les jours. Aujourd'hui, M. Kambéré veut semer de l'incrédulité dans le
de certains de nos élus en cherchant à les dérouter de la volonté divine de notre Dieu pour cette nation. Moi, je lui conseille, avec toute sa famille politique, de se préparer pour les prochaines élections. Vous réunissez encore autant de députés parce que vous leur promettez des postes. Ferdinand Kambere estime qu'après la publication du gouvernement, ça sera la débandade. Je les renvoie encore à la volonté divine. Ce peuple-ci, il est aujourd'hui dans la paix, dans la quiétude. C'est une volonté de Dieu et Dieu a choisi Félix Tshisekedi pour cela. Et ce n'est pas lui ou quiconque d'autres politiquement dans cette nation qui changera la volonté de Dieu. Serge Kayembe au téléphone de Barik Bouema. Des institutions du gouverneur du Kasaï oriental, les membres de l'UDPS Mbujimai sont en sit-in devant le ministère de l'Intérieur à Kinshasa. Ils manifestent pour que le ministre de l'Intérieur formalise l'intérim à la tête de cette province. Selon Justin Kassonga-Ntsenda, l'un des manifestants, c'est ce que exige la loi. On l'écoute, les gens téléphone par Barik Bouema. Nous sommes venus au ministère de l'Intérieur pour faire un sit-in afin de rencontrer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son Excellence Gilbert Gangonda, pour lui parler et échanger avec lui par rapport à la situation qui se passe chez nous en Mbujimai au Kasaï oriental. Vous exigez quoi du ministre de l'Intérieur? Le 1er avril, le gouverneur de la province du Kasaï oriental a été déchu parce qu'il a été visé par une motion de méfiance des députés provinciaux. La loi demande à ce que le gouverneur présente sa démission dans quelques heures qui suivaient. Mais jusque-là, monsieur n'a pas présenté sa démission. Un gouverneur déchu, mais protégé. C'est pourquoi nous sommes venus voir le vice-premier ministre, afin qu'on fasse la lettre de l'intérim, parce qu'il est dit que lorsque le gouverneur est déchu, c'est son vice qui doit assumer l'intérim. Vous êtes de l'UDPS, Jean Maouéja est aussi de l'UDPS, les seuls gouverneurs d'ailleurs que vous disposez à travers le pays. Pourquoi vous les combattez? Nous ne combattons personne. Nous sommes dans un système où nous nous sommes dit que nous devons respecter la Constitution et les lois de la République. C'est le respect des principes démocratiques, c'est-à-dire c'est un jeu démocratique. Justin Kassonga-Ntsenda, l'un des membres de l'UDPS Mbujimai, qui observe depuis ce matin un sit-in à Kinshasa. Et puis destitué le 1er avril dernier, Jean Maouéja, seul gouverneur UDPS, s'accroche au pouvoir. Interdit d'engager les dépenses publiques, il a même promis de saisir la Cour constitutionnelle pour être réhabilité. On reste dans la région pour parler de cette mise au point du président de l'Assemblée provinciale du Kasaï. Aloïs Mouchitou rejette toutes les accusations portées contre lui concernant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, dispositions qu'il aurait violées selon un groupe de députés provinciaux qui ont boycotté la plénière mercredi dernier. Aloïs Mouchitou Ngenge rappelle qu'il n'y a aucune violation car toutes les mises en accusation formulées contre les membres du bureau permanent ont été déclarées irrécevables par le bureau de l'Assemblée provinciale. Après examen, il invite par ailleurs les élus provinciaux à revenir au bon sens pour reprendre le chemin de l'hémicycle afin de traiter l'examen et adoption du calendrier de la session ordinaire de mars 2021. On l'écoute au micro de Enoch Kavoa, notre permanent à Chikapa. En date du 21 décembre 2020, 5 actes de mise en accusation ont été déposés au secrétariat après examen minutieux, conformément à l'article 162, alinéa 2 du règlement intérieur. Les mises en accusation ont été déclarées irrécevables car n'ayant pas obtenu la majorité absolue des députés, soit 17 députés, selon l'article 23, alinéa 5 du règlement intérieur, et les intéressés ont été notifiés le même jour. J'informe la population kassaïenne que l'Assemblée provinciale n'a qu'un seul règlement intérieur déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle à travers son arrêt R-Cons 1023 du 15 janvier 2020. Aller en guerre contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est violer les dispositions de l'article 168 de la Constitution de notre pays quant à la motion contre le gouverneur. Notre population doit retenir que seule la plénière a compétence quant à ce. Que les collègues députés ne fassent pas de l'amalgame. Ils doivent donner confiance à leur bureau en répondant aux séances plénières. Du reste, l'Assemblée provinciale est respectueuse à la Constitution et les textes réglementaires du pays et ne pourra en aucun cas transiger quant à ce.
Des propos recueillis par Enoch Kavo, notre permanent à Chikapa, c'est dans la province du Kasaï. Et pour rappel, la mise en accusation contre les membres du bureau permanent à l'Assemblée provinciale du Kasaï était une initiative de quelques députés provinciaux qui espéraient casser la solidarité de ce bureau qui constitue un blocage de leurs initiatives de contrôle parlementaire à l'endroit du gouvernement provincial. À faire 12 millions de rétrocommissions, le panel des experts de la société civile exige la démission immédiate de l'inspecteur général des finances suite aux soupçons de corruption qui pèseraient sur lui dans ce dossier. Selon son coordonnateur Dieudonné Mouchagaloussa, la population n'a plus confiance en cette institution et veut voir clair sur le rôle que le numéro 1 de l'IGF a joué dans cette affaire. On l'écoute au micro de Isabelle Mouingo. Pour rappeler que l'affaire dite de 12 millions de rétrocommissions au niveau du ministère de l'économie dans les rétrocessions des pétroliers, l'inspection générale des finances serait citée parmi ceux qui seraient impliqués dans cette affaire de rétrocommission. Raison pour laquelle nous, au niveau des panels des experts de la société civile, comme gardiens des valeurs républicaines, démocratiques et de la bonne gouvernance, nous pensons que le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe devrait se saisir de ces cas parce que c'est vraiment intolérable que dans ces pays, on ne peut parler que de détournement des millions, alors que la population souffre, alors que Kinshasa n'a pas de courant, alors que l'eau coule difficilement dans les robinets, alors que les soins de santé sont difficilement à avoir, et qu'il y ait des Congolais qui s'amusent à détourner 12 millions de dollars. Ça n'est trop, madame. Donc, le panel d'experts de la société civile, nous confirmons que nous avons demandé la démission de l'inspecteur général des finances, étant donné que la population n'a plus confiance. C'est devenu une institution sujet de polémiques, de controverses, des suspicions. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit, avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. On va changer de registre. Des manifestations pour exiger le départ de la MONUSCO et autres ONG accréditées en RDC se sont poursuivies ce vendredi à Goma, Nord Kivu. Certaines écoles ont renvoyé les enfants à la maison alors que plusieurs autres activités socio-économiques ont été paralysées dans l'avant-midi. La police a usé des gaz lacrymogènes et des tirs de sommation pour disperser les manifestants qui ont tenté d'ériger des barricades sur plusieurs axes situés au nord de la ville. Pour le gouverneur du Nord Kivu, il n'appartient pas au mouvement citoyen d'exiger le départ de la MONUSCO et autres ONG, et tout celui qui tombera dans les infractions individuelles subira la rigueur de la loi. On écoute Caroline Zazuka Sivita. Il y a des jeunes qui ont lancé un mouvement de grève. Il y a certains qui se disent, nous on n'est pas concernés parce que nous avons des syndicats. Pour que nous acceptions le principe de la grève, il faut que notre syndicat puisse le dire. Les gens ont tenté d'ouvrir boutique à Béni, mais on a vu des gens qui venaient avec des pierres et qui ont barricadé les routes. Est-ce de la démocratie ou de la délinquance? J'ai vu à Béni des écoles ouvertes, mais les gens qui ont été arrêtés, ils sont allés jeter des projectiles sur les écoles, chasser les enfants par force, et personne ne peut accepter ça parce que nous devons aussi respecter la liberté des autres. Si vous êtes responsable des mouvements citoyens, vous commettez des infractions individuelles, personne ne va vous observer. Nous sommes dans un état. Le menace contre les humanitaires, vous demandez à quelqu'un tout simplement parce qu'il n'est pas de votre pays, parce que les gens voient les humanitaires d'une façon globale. On voit toutes les ONG internationales, on voit la MONUSCO. Vous leur dites, vous ne pouvez pas sortir de chez vous. C'est l'État congolais qui a accrédité tous les accords de siège. C'est pas les mouvements citoyens qui accréditent les ONG dans le pays. C'est l'État congolais qui accrédite avec des programmes bien connus. Voilà, c'était le gouverneur de la province du Nord Kivu, Caroline Zazu Kassivitam, et le président de la société civile appelle les responsables des mouvements citoyens à ne pas se livrer aux actes de violence tout au long de leurs manifestations. John Banini estime que le retard mis dans la publication du gouvernement Sama Lukonde ne permet pas au pays de faire face aux défis qui le guettent, dont l'insécurité dans l'Est. On l'écoute au micro de Jonathan Kombi, notre permanent sur place. Il fallait donner l'indépendance à la brigade d'intervention qui nous a beaucoup aidés. Et c'est parmi nos recommandations que nous on a données. Voilà, aujourd'hui, nous sommes avec un gouvernement démissionnaire. Nous allons adresser nos revendications à qui? Raison pour laquelle toutes nos revendications actuellement, nous les adressons au chef de l'État. Nous lui disons de faire tout son mieux pour que le gouvernement puisse être institué le plus tôt possible, pour que si nous avons des revendications,
qu'on sache à qui nous allons adresser ces revendications. Une autre chose que nous pouvons adresser à nos jeunes des mouvements citoyens. Quand nous réclamons, nous ne devons pas réclamer avec violence. Parce qu'on ne répond pas à la violence par une autre violence, sinon on risque d'être plus fautif que celui qui commet cette violence. Et si nos confrères des mouvements citoyens projettent ces manifestations, je le répète, il faut que ça respecte les différentes lois de la République. Voilà, c'était la Banyini John, le président de la société civile du Nord Kivu. Insécurité autour du parc de Virunga Nord Kivu. La dynamique Impunité Zéro porte plainte contre le directeur provincial de l'ICCN Nord Kivu ainsi que François-Xavier Sujet-Belge. Elle a saisi le parquet général de grande instance de la Gombe afin d'ouvrir une enquête sur les soupçons de blanchiment des capitaux et exploitation illégale de ressources dans cette région. Dans son rapport publié récemment, rapport intitulé La nébuleuse Virunga, l'ONG Dynamique Impunité Zéro avait révélé que ces deux personnalités belges sous-traitants de l'Union européenne financeraient les groupes armés pour alimenter l'insécurité dans la région. On écoute à ce sujet Maître Grace Chunda, coordonnateur de la Dynamique Impunité Zéro, au micro de Isabelle Moingo. Nous avions été dans la nébuleuse Virunga et aujourd'hui, après la publication, pour quiconque voudrait mettre fin à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, nous donnons le repère, c'est-à-dire il y a le financement d'argent qui entre de façon légale et licite à travers l'UCCN. Et l'UCCN, c'est un arbre qui cache toute une forêt que vous voyez à l'est, au nord qui vous nous citons. C'est pourquoi nous avons porté plainte aujourd'hui contre le prince de la Belgique, Emmanuel Demerode, et le directeur général de l'UCCN. Nous faisons confiance à la justice congolaise parce que nous avons foi à la justice congolaise. Voilà pourquoi nous la saisissons de façon officielle. En fait, les expatriés qui ont leurs entreprises à l'Est ont chacun ses milices qui mutilent, terrorisent nos compatriotes pour élargir les cas de l'exploitation illicite de nos ressources naturelles. Et nous demandons, je vois même un débat là au Parlement, une équipe de commission organisée pour la situation de l'Est. Mais ce serait en fait une commission incomplète. Il faudrait associer les gens qui ont investi leur vie pour travailler sur base, qui ont déjà produit un document. Nous demandons au président de la République qui veut qu'il y ait à tout prix la paix à l'est de la République, de nous associer pour apporter la lumière sur ce que nous connaissons. Vous venez de suivre Maître Grace Chunza, coordonnateur de la Dynamique Impunité Zéro. Il était donc au micro de Isabelle Moingo. Insécurité à l'est de la RDC. Plus de 10 organisations de la société civile disent non à la présence et à l'intervention des troupes et forces armées étrangères. Selon Maître William Wenga, porte-parole circonstanciel de ces organisations, cette position se justifie à cause des conséquences désastreuses qui peuvent en découler pour les populations locales, comme l'avait témoigné le rapport Mapping de l'ONU. On l'écoute au micro de Rémi Moulingati. Nous rappelons que selon l'histoire immédiate de notre pays, chaque fois qu'il y a la présence des armées étrangères, les conséquences ont été désastreuses pour les populations locales, comme en témoignent les rapports Mapping. Pour les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration, premièrement, nous demandons au président de la République démocratique du Congo de se mettre à l'écoute de la population qui ne veut pas entendre de la présence des forces armées étrangères ni des opérations conjointes déprimées de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, nous avons demandé au Parlement, toute affaire cessante, de prendre à bras le corps la question de l'intervention des troupes et armées étrangères en République démocratique du Congo. Et troisièmement, nous avons demandé à la population congolaise tout entière de se mobiliser afin de dénoncer toute manœuvre qui mettrait la sécurité nationale en danger en République démocratique. Nous voulons que les choses aillent le plus vite possible parce qu'il y avait déjà une déclaration des forces armées de la République démocratique du Congo pour inviter ces troupes étrangères en République démocratique du Congo. C'est que nous disons NON. Des propos recueillis par Rémi Moulingati dans la province du Kasaï. On parle également de l'insécurité dans le territoire de Bakwakenga, à 60 km des Moueka. Le sénateur Évariste Bochab hausse le ton. Il exige qu'une enquête parlementaire indépendante soit diligentée pour établir les responsabilités. Évariste Bochab a exprimé son indignation lors d'une motion d'information à la plénière de ce vendredi au Sénat. Le sénateur Bochab, à travers cette motion, a dénoncé les tueries qui sont enregistrées à Bakwakenga. Au moins 40 personnes ont été tuées. Évariste Bochab sur cet extrait choisi par Cécile Ngomba. Je dénonce la loi du silence
car cette loi signifie circuler, on tue à Bakwankenge, un mort de plus, c'est quoi? Mais si nous devenons si inhumains, quel est encore le sens de notre mandat? Nous nous disons représenter la population, cette population qu'on tue dans les différences totales. Je dénonce enfin, honorable président, le déni de justice. Depuis le 28 mars jusqu'à ce jour, la justice traîne. Les enquêtes ne s'ouvrent pas, alors que c'est l'unique moyen, sinon l'unique manière, de rendre hommage à ces morts, c'est en leur rendant justice. Honorable président, mon impression est que les morts de Bakwankenge ne méritent aucune considération parce que personne ne les évoque. C'est révoltant. Qu'est-ce que j'attends de notre institution? Nous sommes l'émanation des provinces, nous les sénateurs. J'attends de notre président qu'une enquête parlementaire soit ouverte avec diligence afin qu'on puisse établir les responsabilités des uns et des autres. Honorable président, j'ai dénoncé la négligence du gouvernement, mais parce que c'est la 3e fois qu'on vient tuer à Bakwankenge. Voilà, c'était là le sénateur Évariste Bochab dans un extrait choisi par Cécile Ngomba. Et de son côté, le président du Sénat dit prendre acte de la motion d'information du sénateur Bochab. Et pour lutter contre l'insécurité dans la province du Kasaï, le gouvernement provincial vient de mettre à la disposition de la population 2 numéros verts pour dénoncer les cas suspects. Les 2 numéros verts dotation de la MONUSCO ont été activés et remis au ministère provincial de l'Intérieur jeudi. Jacob Pembe, porte-parole du gouvernement provincial du Kasaï, qui livre l'information, indique que cette initiative rentre dans le cadre de la protection des civils et lutte contre l'insécurité alors grandissante dans les 5 territoires qui composent le Kasaï. On écoute Jacob Pembelongo, secrétaire exécutif et porte-parole du gouvernement provincial du Kasaï, au téléphone de Enoch Kavo, notre correspondant à Chikapa. Le gouvernement provincial du Kasaï n'est pas un palais pour sécuriser sa population. Personne n'ignore que la province du Kasaï est un oasis de paix, que comme on le dit toujours, vous venez se prévoir. Le gouvernement provincial a mis à disposition de sa population 2 numéros verts. Il s'agit des numéros Vodacom 081, 105, 0015 et un numéro RTL 097, 0046, 405. Ces numéros, vous pouvez les appeler même sur un pas de crédit quand c'est nécessaire. Quand il s'agit d'un problème de sécurité, vous êtes attaqué par des hommes à main armée ou n'importe comment, et on prie à la population d'appeler utilement. Les numéros sont disponibles 24 heures sur 24. Appelez quand vous voulez, mais appelez utilement, vous aurez des réponses par rapport à ça. Des propos recueillis par Enoch Kavoa depuis Chikapa dans la province du Kasaï. Et sur place à Kinshasa qui contrôle les agents de la police des circulations routières et d'autres agents qui interviennent sur les voies publiques. Des conducteurs dénoncent tous les jours les mauvais comportements de ces agents. Des arrestations des policiers n'ont rien changé sur le terrain. Les tracasseries continuent après une petite accalmie constatée le mois dernier après la vague d'arrestations de ces agents. Ces derniers jours, c'est plus des véhicules des privés qui sont concernés pour le contrôle de routine. Détail avec Cyril Milandou qui revient avec des extraits du commissaire général de la police, le commissaire divisionnaire principal, Dieudonné Amouli, qui parlait de la nécessité même de chasser tous les policiers au sein de la PCR en décembre dernier. On l'écoute. À cause de la dureté de leur comportement, l'unique solution, c'est de dissoudre la police de circulation routière dans sa forme actuelle. Les tracasseries sont toujours présentes à Kinshasa. Des policiers au brassard rouge sont devenus virulents dans certains coins de Kinshasa, notamment au niveau du rond-point Forescom. Des policiers aux bretelles vertes ne sont pas en reste. Plusieurs unités font la chasse aux conducteurs. Un chevauchement dans l'attribution des tâches. Tous les conducteurs qui sont arrêtés, dès qu'ils arrivent dans le bureau des OPJ, il y a absence de PV de constat. Témoignage. Depuis 2001 que je suis expert personnel, je n'ai jamais été confronté aux policiers qui m'arrêtent. Pourquoi il n'y a pas de confrontation entre les policiers qui vous amènent au bureau et les conducteurs? Les policiers qui vous arrêtent vous abandonnent entre les mains de l'OPJ sans explication. Après la confrontation, descendre par la suite sur le lit de la commission de la contravention, ce qui n'a jamais été le cas.
Les arrestations des agents de la police de circulation routière sur terrain ne mettront pas fin aux tracasseries. La hiérarchie de la police devrait plutôt penser à relever les différents commandants de la police de circulation routière. Voilà, c'était la Cyril Milandou sur Top Congo FM. On va parler éducation à présent. Existe-t-il une sous-division fictive dans la province de la Lomami? Le contrôle des écoles qui fonctionnent dans cette province a débuté jeudi et la sous-division Lulou 4 est introuvable sur le terrain. Cependant, elle est reprise sur la liste de l'antenne Sécopé de la province de Lomami. Sachez que ce contrôle est mené par une délégation venue du ministère national de l'EPST. Les détails avec Ali Boukassa Kabambi, notre permanent dans la province de Lomami. La plus grande révélation se trouve être le bureau de l'antenne Sécopé Louilou 4. Son numéro matricule serait 65 336. Pourtant, sur terrain, il n'y a pas de sous-division Louilou 4. D'où l'étonnement de plusieurs. Mais surtout, des questions comme où est-elle installée, où se trouve sa sous-division et où sont son personnel et ses écoles. À ce début de contrôle, aucune réponse n'est disponible. Peut-être il faut attendre le déploiement des membres de la délégation à travers la province. C'est prévu pour ce week-end. Mais en les attendant, ce sont les services locaux qui font ces contrôles. Pour des résultats escomptés, une certaine opinion préfère que les membres de la délégation mènent eux-mêmes ce contrôle d'une dizaine de jours. Dans la population de Lomami, cette activité est suivie de plus près. Raison, plusieurs sources, notamment des élus, ont soupçonné des écoles fictives. En 2020, le député provincial Nathan Ilunga avait parlé de plus de 220 écoles fictives. D'ailleurs, dans ce sens presque, la Cour d'appel de Lomami prévoit ce vendredi une audience publique à Kabinda. Le Proved, le DIPROSEC et 2 autres agents cadres sont poursuivis pour présumé détournement et faux et usage de faux. Amwini Ditou, Ali Boukassa Kabambi, Top, Congo FM. Ils ont organisé une marche pour solliciter l'implication du chef de l'État et de l'UNESCO dans leur campagne de mobilisation des fonds pour soutenir la gratuité de l'éducation. Les membres de l'ONG Alvefeya ont déposé un mémorandum à la présidence de la République et au siège de l'UNESCO. Cette ONG s'est fixée comme objectif de sensibiliser la population sur l'importance de la gratuité. L'Alvefeya veut mobiliser les fonds pour soutenir la gratuité. Cette mobilisation des fonds se fait dans le cadre du programme de création d'un compte bancaire d'intérêt public d'appel des fonds pour garantir définitivement la gratuité. On écoute Héritier Ouezo, il est le coordonnateur de l'Alvefeya. Aujourd'hui, nous sommes venus déposer notre mémo à la présidence de la République ainsi qu'ici à l'UNESCO. Lance M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le garant de la nation, vit les obligations de l'article 43 alinéa 4 de notre chère Constitution. Nous sommes venus solliciter son implication personnelle afin de nous permettre à sensibiliser la population pour que la gratuité de l'enseignement soit effective et définitive. Parce qu'avec la participation de tous, derrière le 1000 francs congolais par mois, c'est possible que tous les enseignants soient rémunérés. Et ici à l'UNESCO, étant donné que nous sommes club de l'UNESCO, à l'ONU nous sommes représentés par l'UNESCO. Alors nous sommes venus également déposer pour la directrice générale de l'UNESCO afin que cette dernière puisse plaider notre cause à l'ONU. Et dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale a enfin adopté la loi relative aux droits des peuples autochtones pygmées en RDC. C'est un processus qui a duré 10 ans. C'est le fruit d'un travail conduit par les autochtones pygmées et les organisations qui les représentent. Ils ont défini le texte du projet de loi sur base des déclarations et conventions régionales et internationales, mais aussi sur la base des consultations auprès de groupes autochtones dans différentes provinces. Le Rainforest Foundation Norway, une organisation non gouvernementale qui a pour mission de protéger l'environnement et les droits des peuples autochtones, qui a suivi ce travail pendant 10 ans au cours d'une conférence de presse, a salué l'engagement et le dévouement de l'ensemble des organisations autochtones pygmées en RDC. Les détails avec Béro Matanda. C'est un ouf de soulagement pour les peuples autochtones de la RDC. L'adoption de cette loi permettra à ce peuple de jouir de leurs droits. Quelle est la priorité de cette loi? Joseph Itongwa, président du réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers, répond. Pour ce qui nous concerne d'abord, c'est la question de la terre, l'accès à la terre. L'identité de quelqu'un, soit autochtone, c'est lié à la terre. La terre est le socle même de la culture. Nos pratiques traditionnelles, nos
cultures ont contribué à la préservation de l'environnement et des forêts. L'accès à la terre, la sécurisation de l'espace des villes et territoires traditionnels des peuples autochtones est une des priorités. De son côté, Patrick Saïdi, coordonnateur de la dynamique des groupes de peuples autochtones, parle de la jeunesse de ce processus. Ce processus a commencé il y a plus de 10 ans. Le démarrage de ce processus est ici d'abord de la prise de conscience des autochtones eux-mêmes, de notre mobilisation et aussi de la mobilisation des ressources pour arriver à amener ce travail jusque là où nous sommes aujourd'hui. La Rainforest Foundation Norway accompagne les peuples autochtones. Kevin Sassia est coordonnateur de cette ONG internationale. Nous, on propose un appui financier, on propose un appui technique, un appui institutionnel aux organisations locales. On pense que c'est elles qui ont une connaissance du contexte, qui ont une connaissance des réalités, qui sont les plus à même et les plus légitimes à porter un plaidoyer en République démocratique du Congo. L'adoption de cette loi est un moment historique pour la RDC. Béro Matonda sur Top Congo FM. Plantation du cannabis au parc agroalimentaire de Bukangalonzo. La dynamique de 5 députés nationaux qui étaient en mission parlementaire dans le site disent non à cette option. Selon les députés nationaux, Ogi Kalonji, Bukangalonzo serait même vendu à une firme canadienne pour la production du cannabis. Pour lui, cette situation est inacceptable. Il appelle à l'implication personnelle du chef de l'État pour que les responsabilités soient établies. Ogi Kalonji sur des propos recueillis par Myriam Bokecho. C'est dans les sociales que le peuple trouve son salut, mais malheureusement, nous découvrons qu'il y aurait des personnes qui seraient en train de combattre cette action du chef de l'État, tout en voulant que nous puissions oublier Bukangalonzo. Et cela nous amène à croire que ces gens-là, la vraie raison, c'était pour laisser cette fameuse firme canadienne récupérer Bukangalonzo. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous détenons les documents qui prouvent que ces gens ont vendu ces parcs agro-industriels à cette firme pour qu'ils viennent produire du cannabis, autrement appelé Djamba. Donc, il est inacceptable pour nous qu'on oublie à produire du maïs manioc pour le bien de notre peuple et qu'on vienne produire du djamba. Je ne comprends absolument rien. Nous allons révéler tout ça dans les jours ou dans les heures qui viennent, mais pour l'instant, nous voulons réserver la primaire au président de l'Assemblée nationale. C'est lui le sage que nous avons. Il va devoir nous orienter. Mais que les chefs de l'État puissent monter au créneau, qu'ils frappent fort, parce que ces gens doivent être punis et ils doivent nous expliquer pourquoi ils ont engagé l'État ou pourquoi encore ils veulent vendre Bukangalonzo. C'était là le député Ogi Kalonji au micro de Myriam Bokechu. Et retenez que cette dynamique était composée des députés nationaux Cherubin Okende, Ados Ndombasi, Ogi Kalonji, Eliezer Tamboué et Charlotte Massiala. Amélioration de la desserte en eau potable à Kinshasa. Le directeur général de la Régie des eaux a visité le site de construction de la nouvelle usine de captage de l'ozone. Le DG Clément Moubiaï veut palper du doigt l'avancement des travaux de pose de conduite d'eau des N 1800 sur l'avenue du Tourisme en passant par le camp colonel Tchachi. Cette conduite va transporter l'eau du fleuve jusqu'à l'usine de traitement d'eau potable de Ngalima, financée par la Banque mondiale, et ces travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Wintech. De son côté, le directeur général de la Régie des eaux salue l'évolution des travaux sur le terrain. On l'écoute sur des propos recueillis par Cécile Ngomba. Nous sommes venus voir la pose de la grande conduite d'N 1800 qui doit prendre l'eau sur le fleuve et la transporter jusqu'à dépasser le camp Tchachi jusqu'à l'usine de traitement. Il y a eu un temps et il y a eu beaucoup de réflexions sur comment faire passer cette conduite sur la route de tourisme sans pour autant déranger la circulation. Et aujourd'hui, je suis venu voir comment ces travaux ont commencé depuis lundi pour se faire pendant tout un mois avec l'espoir que tout ce qui a été projeté puisse se faire avec beaucoup d'attention et sans problème. La population, et je leur demande de respecter ces travaux qui sont exécutés pour l'intérêt de la nation. Je leur demande de veiller beaucoup à cet outil de travail qui est en train d'être élaboré ici et de faire en sorte que quand nous allons faire la traversée principale réelle de la route de tourisme, il y aura normalement la suppression de circulation ici pendant 2 jours. Mais après 2 jours, on remettra tout en marche.
Clément Moubiaï, le directeur général de la Régie des eaux. Comment relancer les activités cotonnières en RDC? L'ancien directeur administratif de l'ONATIFEX, Office national de livres textiles, organise une rencontre ce dimanche à Kinshasa. La rencontre sera tenue sur l'avenue Bakongo à Binza-Upen de la commune de Ngalema. Lumbo Muyenga Athanase, l'initiateur de la rencontre qui appelle les anciens de l'ONAFITEX à prendre part à cette réunion, indique que l'objectif est de réfléchir ensemble sur les voies et moyens pour relancer les activités à CONAFITEX. Une campagne de dépistage gratuite des maladies cardiovasculaires organisée à Kinshasa. L'initiative est de la fondation Health and Life, dénommée Cœur d'avril. Toute personne âgée de 30 ans et plus est concernée par cette campagne qui démarre le 12 avril prochain. Comment participer à ce dépistage? Le président de la fondation Health and Life, Dr Noël Ochoudi, explique au micro de Rémi Moulingati. Nous organisons au mois d'avril une vaste campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires dénommée Cœur d'avril. Les personnes concernées sont des adultes de plus de 30 ans. Qu'ils aient des maladies cardiovasculaires connues ou pas, ils sont concernés par ce dépistage. Nous allons offrir gratuite consultation de cardiologie associée à des tests rapides de laboratoire, essentiellement le test de glycémie, le test de cholestérol, le test des triglycérides et la bandelette urinaire. Et à côté, pour les patients chez qui on va découvrir des anomalies, des problèmes cardiovasculaires et chez qui on aura besoin de compléter un électrocardiogramme ou une échographie cardiaque, il y a un tarif qui est réduit pour ces examens, pratiquement de moitié. La campagne Cœur d'avril, les enregistrements ont déjà commencé depuis le 29 mars et vont aller jusqu'au 11 avril. Et la campagne de dépistage proprement dite va, elle, démarrer à partir du 12 avril jusqu'à la fin de ce mois d'avril. Il suffit d'appeler gratuitement au numéro de téléphone le 081 93 61 329. Des propos recueillis par Rémi Moulingati et le président du MCU, Mouvement des Congolais Unis, vole au secours des femmes de Ngandajika dans la province du Kasaï oriental. Jean-Paul Chivouila Ilunga a payé les frais de maternité d'une trentaine de femmes dans différentes formations hospitalières et a eu à libérer quelques malades retenus dans des hôpitaux faute de moyens financiers. Le président du MCU indique que ceci n'est qu'un geste de compassion, un geste salué par les responsables de ces centres de santé. On écoute tour à tour Dr Chérubin Chibangwe, le médecin directeur du centre hospitalier Rehoboth en Ngandajika. Ils sont au micro de Trésor Kiyombo. Nous remercions sincèrement Excellence Monsieur Jean-Paul Tchouvila de ses grands gestes de générosité, combien louables, parce que il a compris qu'actuellement les gens passent un moment dur. Nous avons des accouchés qui étaient là limités financièrement, non seulement les accouchés, les autres malades aussi qui étaient opérés, suivaient les soins en hospitalisation, limités également financièrement. De ces grands gestes qu'il vient de poser, vraiment cela nous a beaucoup plus marqué. On gardait d'autres femmes à la maternité à cause d'argent. Comme lui est venu pour aider les mamans, les familles qui n'avaient pas de frais pour payer pour la maternité. Je suis très content pour ces gestes qu'il vient de poser. Il a totalisé 1 an en prison. C'était hier, le 8 avril 2021. À cette occasion, l'UNC Sud Kivu a organisé jeudi un culte d'action de grâce à la paroisse internationale protestante de Bukavu pour implorer la grâce divine en faveur de son président Vital Kamerhe. Daniel Loaboshi, interfédéral de l'UNC au Sud Kivu, est au micro de Grâce Lola. Les langues se sont déliées et les accusations entre les uns et les autres se sont multipliées. Tantôt c'est telle famille qui a boutiqué son arrestation, tantôt c'est telle autre qui l'a cautionné. Les ONG internationales de renom, telles que Human Rights Watch, ont donné leur position sur ces dossiers. Mais malgré cela, les fils de l'homme croupissent toujours en prison. Nous, INC, avons compris qu'il s'agit d'un complot monté pour fragiliser l'unité nationale, mais cela ne passera pas par nous. C'est pourquoi l'on continuera avec des actions pacifiques jusqu'à ce que ce juste homme recouvre sa liberté. Le peuple congolais a enfin compris que son digne fils a été sacrifié par les ennemis de la République. Maintenant que notre leader vient de totaliser 1 année en prison, l'évidence démontre que l'espoir national qui renaissait petit à petit a commencé à s'effriter. Les mêmes pratiques du passé refont surface. Les grands projets d'urgence de 100 jours sont dissous et les promesses faites au peuple traînent toujours à venir. Sans crainte, nous pouvons donc dire qu'en libérant Vital Kamerhe, on aura libéré toute la nation congolaise. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.
journal est terminé, mais avant de nous séparer, le rappel des principaux titres. Top Congo FM. Réforme électorale, la CENI propose la suppression de la présentation des candidatures à plus d'un scrutin dans un même cycle électoral. Corneille Nangaa, son président, l'a déclaré ce vendredi devant les élus nationaux. C'était lors de la présentation du rapport général du processus électoral de 2012 à 2019 à la Chambre basse du Parlement. Top Congo FM. Les députés PPRD ayant rejoint l'Union sacrée rentrent au bercail. L'annonce a été faite par le secrétaire permanent du parti de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Chadari. Information confirmée par Ferdinand Kambéré. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD précise que certains l'ont annoncé de manière officielle, d'autres de manière officieuse. Il souligne que pour le Front commun pour le Congo, le président de la cellule de crise fera une annonce officielle. Top Congo FM. Des manifestations pour exiger le départ de la MONUSCO et autres ONG accréditées en RDC se sont poursuivies ce vendredi à Goma, au Nord Kivu. Certaines écoles renvoyaient les enfants à la maison alors que plusieurs autres activités socio-économiques ont été paralysées dans l'avant-midi. La police a usé des gaz lacrymogènes et des tirs de sommation pour disperser les manifestants qui ont tenté d'ériger des barricades sur plusieurs axes au Nord Kivu. Top Congo FM. Plantation du cannabis au parc agroalimentaire de Bukangalonzo. La dynamique des 5 députés nationaux qui étaient en mission parlementaire dans le site disent non à cette option. Selon les députés nationaux, Guy Kalonji, Bukangalonzo serait même vendu à une firme canadienne pour la production du cannabis. Pour lui, cette situation est inacceptable. Top Congo FM. Existe-t-il une sous-division fictive dans la province de la Lomami? Le contrôle des écoles qui fonctionnent dans cette province a débuté jeudi et la sous-division Lulu 4 est introuvable sur le terrain. Cependant, elle est reprise sur la liste de l'antenne Sécopé de la province de Lomami. Sachez que ce contrôle est mené par une délégation venue du ministère national de l'EPST. Top Congo FM. Et pour la collecte et les traitements des informations dans ce journal, on avait donc Myriam Iragi, Cécile Ngomba, King Munga, Myriam Bokechu et Ozé Mandanza. Journal réalisé sous la coordination de Isabelle Mwengo. On avait également Alain Bungu du côté de la technique. Et pour les images en direct sur YouTube, on a donc Didi Bintika, Teyolo Sakeno, Dani Zayebi et Patrick Mongongo. Merci à tous, fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Top Congo FM, 15h édition Lingala avec Cécile Ngomba. Merci de rester avec nous. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7.